l'école Fouloué et M. Wadja Aouchas. Donc, en première partie, nous avons situé un peu la démarche du collectif. Maintenant, ce qui serait bien, je disais tout à l'heure, vous avez cité les 49 royaumes, dire qu'il faut reconstituer, qu'il faut restructurer. Il y a des paroles, pour des jeunes qui vous écoutent, qui sont sur la Grande Terre, qui sont au pays, au Grand Nord ou au Sud. Comment est-ce que ces personnes-là ils peuvent initier des démarches pour se prendre en charge, se prendre en main? Ok, c'est simple. Le Kanak n'a pas besoin comment ça, de s'organiser. Il est déjà organisé chez lui. Donc il a son chef de famille, son chef de clan, il y a déjà l'organisation. Il y a déjà l'organisation coutumière. Après, c'est à eux de se responsabiliser où ils sont, là où ils sont, avec qui, quand il faut, où il faut. Donc c'est chargé. Nous, on est là justement pour lancer le message, envoyer des hommes, et après, on laisse l'intellectuel kanak faire le travail, l'esprit kanak, la pensée kanak. Effectivement, parce que ce que nous a été proposé en pause musicale, Restons soudés, pour ceux qui ont entendu, c'était Restons soudés de Agendeji. Donc ça, c'était une parole pour dire, soyons soudés. Il y a une pensée à travers les autres pour dire, la parole qui est donnée là cet après-midi, Monsieur Rochas, tu disais tout à l'heure que on se rappelle encore des initiatives des écoles populaires. Oui, effectivement, dans les années 80-90, je me souviens qu'on apprenait le tressage, on apprenait la couture. Donc moi, je n'ai pas suivi cette école. Par contre, je connais des personnes à qui je tiens beaucoup beaucoup les solliciter quelque part parce que cette école-là, elle a amené beaucoup de choses et des bonnes choses parce qu'en fait, on vit dans la modernisation. Donc, je pense qu'il ne faut pas se cacher la face. On est toujours dans cette avancée. Et cette initiation-là, elle est très importante parce que on est à la maison. Mais après cette sortie de la maison-là, on avait cette initiation-là qui est importante pour le Canada. Cette réflexion-là, il y a ceux qui sont restés, ceux qui ont gardé effectivement et qui sont restés dans cette dynamique-là de garder tout ce qui appartient à ce patrimoine culturel, cet héritage-là, et puis il y a ceux qui sont partis, plongés dans la modernité, dans l'école, dans le formatage. Maintenant, c'est plus ceux qui sont partis se formater là, où ça va être difficile pour se déformater. Je pense que le déformatage ou la décolonisation mentale, elle est pas difficile. Et le Kanak qui doit arrêter de faire, je veux dire, dans le sens où beaucoup ne veulent pas regarder la réalité du pays Kanak. Et moi je suis là aujourd'hui, je dis en tant que Kanak, en tant que coutumier, en tant qu'intellectuel et en tant que libre penseur Kanak, je suis là pour valoriser, mettre en valeur mes droits, mettre en valeur ma culture, mettre en valeur tous les aspects qui constituent ma culture. Et si je le dis pour moi, c'est vrai pour de l'île de Pâques jusqu'à l'île de Tokano, en passant par Yaïdjéo Némoni. C'est pour dire comme ça que chacun il doit se positionner dans le temps, dans l'espace et dans l'instant qui passe. Et de se responsabiliser par rapport à le sujet qu'on porte aujourd'hui. C'est très très important que le Kanak il revienne à l'authenticité. Pas à l'authenticité, je veux dire, à l'état de nos grands-pères, mais je veux dire, on peut être le Kanak moderne de 2018, mais tout en ayant les deux pieds bien plantés dans la coutume, le droit et la terre. C'est quelque chose qui, je disais tout à l'heure, c'est difficile pour ceux qui sont partis aller dans les écoles, on va dire les écoles modernes. Et pour ceux qui sont partis dans les écoles modernes, charge à eux de ramener toute l'expérience qu'ils ont eue, tout le cursus qu'ils ont pu avoir, tout ce qu'ils ont pu acquérir dans le système éducatif français ou occidental, et de le ramener au pays pour servir la communauté kanak en priorité. Et malheureusement, il y a aussi les effets néfastes et nocifs du système, qui fait qu'on voit beaucoup de la main du système. Et moi, je suis désolé, j'utilise des termes un peu crus, mais quand on regarde des responsables kanak sur la scène politique, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup qui ont dépassé le bac. Certains se prennent pour des aliborants, c'est-à-dire c'est celui qui se pose en connaissant mais qui ne l'est pas. Donc
chacun doit revoir sa feuille de route. Sa feuille de route. Mais je dis ça parce qu'aujourd'hui, ce pays-là a besoin de futurs penseurs, de futurs intellectuels, des gros cerveaux qui sont capables d'imposer à l'État colonial français la réparation multiforme de toute sa justice injuste depuis l'acte intempestif de prise illégale de possession publique, comme on va toujours le répéter encore, le 24 septembre 1853, où la France n'a pas acheté la Kanaki, puisque nous l'avons dit dernièrement dans la dernière émission, où est l'acte d'achat et l'acte de vente. Pour que la France se dise propriétaire, il faut qu'elle fournisse l'acte d'achat et l'acte de vente. Donc tout ce qui est imposé ici au Canada, nous on appelle ça, on définit ça, nous philosophes, casuistes, libres penseurs intellectuels, on définit ça de négation et de négativisation des faits canadiens. Il y a un terme qui était sorti tout à l'heure qui m'a échappé. Est-ce que vous pouvez me le redire? Ali comment? Ali Boron. Ali, comment ça s'écrit? A-L-I-B-O-R-O-N. Ali, B-O. B-O-R-O-N. O-N. Ali Boron. Ali Boron. On trouve ça sur Wikipédia. Dans le dictionnaire étymologique. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'éclairer parce que c'est quelque chose qui est tout nouveau. Donc voilà, je vais peut-être pas l'utiliser très souvent, mais maintenant je le sais. Et puis, en tant que Alibon. Voilà, donc pour revenir à cette démarche-là, parce qu'en fait, la référence qui était lors de nos différentes discussions la semaine dernière, c'est que M. Macron, le président de la République, a ramené l'acte. Maintenant, à partir de là, mois de mai, nous sommes au mois de juin. Concrètement, qu'est-ce que nous pouvons faire déjà maintenant au niveau de la réflexion, effectivement, avec les élèves de la maternelle ou du primaire, vous parlez du tressage, ceux du collège qui peuvent apprendre le tressage, les activités pour apprendre des savoir-faire de la maison et un ensemble de savoir-être. Vous parlez tout à l'heure du travail au niveau des quartiers, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que cela dans les quartiers populaires de Nouméa. Bien sûr, parce que ici on a le début. C'est toujours très, très difficile d'approcher les jeunes parce qu'ils sont déjà ils sont déjà regroupés déjà. Ils ont déjà une politique à eux. C'est tout à fait normal chaque fois que vous en arrivez. Et puis toujours cette première approche elle est difficile, mais après il faut continuer en fait. On vient 2-3 fois. Après c'est au bout de la 4e ou 5e, ou sinon on est aussi en contact avec les éducateurs. Donc on essaye aussi de les approcher pour voir comme des leaders, pour qu'on puisse approcher les jeunes. Mais aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, ils ont besoin des vrais leaders. Les leaders, ils ont besoin qu'on descende un peu pour se mettre à la même niveau qu'eux. Parce que ce que la jeunesse, ils ont besoin aujourd'hui, c'est des grands frères, des grandes sœurs, et en fait qu'ils puissent les aider. Parce que je pense que dans notre vie de travail, oui peut-être, mais la première des choses qu'il faudrait faire, c'est de les approcher déjà. Parce que la jeunesse, ils ont besoin de voir. Après, on est déjà parti dans des discussions où ils disent comme ça que oui, la jeunesse, c'est des feignants ou des trucs comme ça, mais on peut pas, comment on appelle, peut pas penser comme ça. Parce que aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, peut-être elle est dure, mais il faut qu'on s'encourage. Ça, il faut qu'on s'encourage, et puis il faut que chacun aussi donne aussi des moyens aussi d'aider l'autre. Parce que maintenant, on vit dans un monde où l'individualisme, il est déjà en place. Et le Kanak, il est déjà communautaire, il s'organise déjà. Donc, il faut que le Kanak il se restructure et puis se solidarise pour aider les autres personnes, pour aider la jeunesse. C'est quelque chose, il y a besoin d'estime de soi, se retravailler cette estime de soi, le respecter cette jeunesse-là. Il y a plus ou moins ceux qui sont marginalisés, qu'on a dit que le système scolaire, ils ont mis sur la marge. Maintenant, comment il faut les ressaisir? Tout à l'heure, on disait qu'il y a des actions qui peuvent être faites autour de la thématique de l'environnement qui peuvent être initiées ne serait-ce que pour les valoriser. Oui, exactement. Au niveau
Juste pour revenir un peu en arrière sur le fait que le système en général, le système capitaliste, impérialiste, colonialiste, comme vous voulez, ce système-là, on a imposé un cadre où le Kanak il est obligé de se rebeller. Et de là, ça a permis comment ça, à ceux qui se disent soi-disant les fondateurs de ce pays. Et, de toute façon, ces gens-là, ils savent très bien là où ils sont, ils nous entendent, que ce pays-là, il s'est construit de lui-même, avec son peuple à l'intérieur. Et bon, au niveau des jeunes d'aujourd'hui, les jeunes, moi je vais bien dire aujourd'hui, je vais bien être clair, que la terminologie délinquant, c'est une notion qui est abstraite dans le monde kanak. Il n'y a pas de délinquant dans le monde kanak. Je dirais plutôt que le plus grand délinquant multirécidiviste impuni en Kanaki, c'est l'État colonial français. Là, je vais être clair sur ce point. Et tous les frangins qui sont dans les quartiers et les frangines qui sont dans les quartiers populaires, ils ont déjà leurs responsables chez eux, leur chef de famille, leur tonton maternel, comme je disais tout à l'heure. Il y a toute une structuration, une organisation déjà dans le monde kanak. Et même les mots sont hiérarchisés. Je veux dire, on n'a pas besoin d'une copie conforme plagiatique de la Constitution française, comme certains le font en ce moment. La Constitution kanak, c'est déjà la coutume. La coutume, c'est déjà la Constitution de la nation indigène kanak. Et elle fait office aussi de matrice de droit vivant, évolutif, positif et imprescriptible en kanaki. Je veux dire, on n'a pas besoin de passer par les listes électorales, des millefeuilles, à travers le corps électoral gelé à la française, qui va nous mener à un référendum truqué à la française. Qui va nous ouvrir les portes vers une indépendance en partenariat avec l'État français. Et bien moi je dis simplement que je fais juste un rappel de l'histoire. Un grand homme, c'est inscrit dans l'histoire de la Kanaki, du nom d'Éloi Machoro. Ce vieux-là, en brisant l'urne à Canada, il a bien montré à l'État français que le vote, le système de votation, est et reste une hérésie dans le pays kanak et au droit intrinsèque du peuple indigène de Kanaki. Nous n'avons pas besoin de voter pour un alibran qui se trouve à 22 000 km et qui ne sont même pas capables de gérer les crises politiques, économiques, sociales chez eux, sur le sol français. Alors ça c'est un message clair et net à tous ceux qui sont toujours en train de utiliser les icônes, les symboles de la lutte kanak pour leurs intérêts, par mauvaise foi ou par omission. Et bien, ce message-là, il est bien placé pour eux, pour leur dire que le kanak, et c'est pour ça que la jeunesse, il y a un déphasage de la réalité, parce que 30 ans de culture politique, et la jeunesse populaire, ou la jeunesse en général de Kanaki, n'a pas besoin de la culture politique française. Parce que ce qu'on voit ici, c'est tout le programme de l'éducation nationale français est basé sur cette culture occidentale, où le kanak, on assiste à une déshumanisation, où le kanak, on assiste à une inversion des valeurs, nos valeurs culturelles, et bien, nos valeurs fondamentales de notre civilisation, on est en train de troquer pour quelque chose qui est obsolète, utopique, artificiel, superficiel. Alors que nous, on a tout. Le kanak, il a déjà son caillou chez lui. Il a déjà l'énergie à l'intérieur, la vibration, pour dire qui il est, pour crier là où il est, pour manger l'igname et dire à tous ces vieux de se lever et puis de faire un gros nettoyage. Parce que dans ce pays-là, on a besoin d'un renouveau, d'un nouveau souffle, Donc on est obligé de partir à la base de l'intelligence kanak. Et le kanak, il sait très très bien qu'il est ce qu'on appelle, il est le contenant du contenu. Il est né universitaire, et encore le mot université c'est faible. Je veux dire, il est né intelligent déjà. Il est la propriété, tout en étant le propriétaire. Donc, c'est pour, moi j'envoie des petits messages comme ça, c'est pour, j'encourage les tontons maternels, les chefs de famille, les chefs de clan, de faire le travail à leur niveau dans le système de gestion des affaires coutumières kanak, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est charge à eux. On a tous un rôle, pas un rôle, mais on a une fonction bien définie, bien propre à nous ici dans ce monde-là. Ne laissons pas le venin du système venir s'enliser et puis de nous diviser entre nous. Nous, on est un peuple, nous avons toujours été, au-delà de ça, les relations qu'il y a dans le Pacifique et ailleurs dans le monde, l'universalité est baignée
dans ce qu'on appelle l'amour. Ce constat-là, face à la, au niveau, il y a une culture politique. Cette culture politique-là, on fait le constat, la réalité, elle est là. Ce que vous dites, ce que M. Rouloué décrit, c'est effectivement la situation où chacun reprend la place qui lui revient. Maintenant, dire du jour au lendemain, c'est décréter du jour au lendemain de revenir dans cet état-là. Est-ce qu'il n'y a pas des étapes petit à petit, progressivement, de passer d'une situation à un temps N et dire dans ce temps-là pour que les 49 fassent le travail d'explication parce que nous ne sommes plus tout seuls, nous sommes avec d'autres communautés. Oui. Effectivement, nous, à notre niveau, au niveau des Kanaks, on a cette référence-là qu'il faut bien reposer. Et puis après, comment est-ce qu'avec les autres communautés, on prendre, c'est-à-dire gérer ce temps-là, parce que c'est gérer en même temps le temps, mais en même temps gérer l'espace pour pouvoir partager avec les uns et les autres pour dire, voilà comment est-ce que nous pensons organiser le pays. Comment est-ce que vous... Tout d'abord, on parle en priorité d'abord le Kanak. Il faut que le Kanak soit bien structuré. Après, à partir de là, de cette restructuration, donc on peut parler avec les autres communautés. Parce que pourquoi on dit ça? C'est parce que le problème qui est ici au pays, c'est que la majorité de tout ce qui se passe ici de négatif. Donc quand on a, bien sûr, quand vous allez dans les prisons ou dans les CRJ, au niveau du chômage, donc la majorité, ce sont des Kanaks. Donc il faut mettre en priorité, restructurer le peuple. Après, automatiquement, si on parle de restructuration du peuple kanak, ben, tout l'ensemble va aller automatiquement. Parce que c'est comme si on va aller dans un autre pays. Donc quand on va en France, c'est d'abord les Français d'abord. Donc c'est pareil aussi pour notre pays. D'abord, il faut d'abord prendre en priorité le peuple kanak. Donc une première étape à faire ce travail dans la cinquantaine de royaumes, parce qu'en fait, en échangeant avec les uns et les autres, au niveau des sénats coutumiers, nous avons une, on va dire 56, où vous avez identifié 49. Ce travail-là, il y a besoin de bien poser au niveau de la délimitation des territoires pour dire comment est-ce qu'on l'organise au niveau des territoires, les cailloux, les rivières, tout ce qui est espace pour pouvoir, un premier temps, au niveau des clans, et puis après, dans un deuxième temps, toutes les familles, toutes les communautés qui ont été accueillies puis qui sont arrivées. Oui, alors pour ce point, il est important de rappeler l'histoire que le peuple colonisé, c'est bien le peuple indigène de Kanaki. Et en matière de décolonisation, eh bien, c'est l'État tutelle, c'est-à-dire la France, de prendre en charge son devoir. Hein. Si elle se dit toujours pays la plus légaliste, si elle se dit toujours pays des droits de l'homme et de la démocratie, et si elle se dit toujours la fille aînée de l'Église catholique romaine, eh bien, qu'elle se positionne depuis les années 60, depuis les discours de De Gaulle de 1960, sur la décolonisation des peuples, encore sous le drapeau français, car c'est le devoir sacré de la France qu'il en soit ainsi. Alors moi, c'est pour dire que l'histoire de ce pays-là, le seul responsable ici de tout ce qui s'est passé de 1953 à 2018 n'est autre que Maman la France. Parce que Maman la France, c'est bien elle qui se dit pays tutelle. C'est bien elle qui est là, qui veille au bien du Kanak. Et bien, le VIADA juridique, il dit que c'est à l'état-major de s'occuper de l'état mineur. Et en matière de décolonisation, eh bien, il y a les éléments dans le cadre du droit international, comme la convention numéro 69 de l'Organisation internationale sur les droits tribaux et les conventions coutumières. Ça concerne toute exploitation minière sur le territoire des peuples indigènes, où ces peuples-là
doit bénéficier obligatoirement des compensations financières, des droits et titres, et des royalties, des prémices et des redevances. Si c'est 9 zéros derrière et 6 chiffres devant, tout revient au clan propriétaire dans la multinationale où l'industriel exploite les ressources naturelles sur son sol et sous-sol. On est bien d'accord. Et ensuite, si on va juste à côté, on navigue, il y a ce qu'on appelle le document ONU A61L67, signé le 13 septembre 2007 par Jacques Chirac, dont la France est partie de l'Assemblée générale de l'ONU devant 143 nations libres et souveraines. Ce document-là, il y a 46 articles. C'est la charte. Tout le monde le connaît, tout le monde peut y accéder sur Internet. Sans parler des résolutions 15-14 et 41-41. Et pour revenir au document ONU, ce document-là, il dit quoi? Sur les 46 articles, il dit que tout peuple indigène du monde, pour résumer, a le droit de se gouverner, s'administrer et de se gérer. Chirac, il n'a pas signé la loi, il a signé le droit. Donc, que fait la France encore dans cette partie du monde? Il y a aussi les résolutions 15-14 sur l'octroi immédiat à l'indépendance, comme a fait le président du Togo en 15 minutes. Je pense que c'est quelque chose. Nous constatons effectivement qu'il y a beaucoup d'outils, beaucoup de leviers juridiques qui ont existé, qui existent. Nous parlons de ce qui va se faire là le 4 novembre. Maintenant, il y a eu effectivement, il y a un plan pour les pays de la Mélanésie, parce que c'est quelque chose, au moment où nous parlons, il se passe là-bas à la CPS, à Lanzac, la discussion des hauts fonctionnaires qui réfléchissent sur l'Océanie. Comment est-ce que demain va être construit? Nous avons effectivement ces références-là juridiques existantes, mais en même temps, il y a des personnes actuellement qui réfléchissent sur, par exemple, les pays mélanésiens, ils ont un plan 2038 avec les 12 piliers qu'ils ont dessinés. Maintenant, comment se positionne le collectif des intellectuels dans tout ce travail de projection-là? Parce qu'on n'est plus tout seul, mais nous sommes avec le Vanuatu, nous sommes avec les îles Salomon, nous sommes avec Fidji, nous sommes avec Papouasie. Le mois prochain, on va recevoir une délégation de West Papua qui vont venir ici pour parler de la situation avec les Indonésiens. Donc, il y a tout cet environnement-là. On saisit bien qu'il y a le challenge au niveau clanique, familial, mais il y a aussi au niveau des intellectuels. Ne pas oublier l'environnement régional, au niveau politique, au niveau de l'environnement, il y a tout cela aussi. Comment est-ce que vous vous intégrez dans la réflexion? Ok, par rapport à la réflexion, intellectuellement, au niveau de la géopolitique du Pacifique, je veux dire, par rapport à l'intégration et la projection des institutions françaises dans la région de l'Océanie, dans le Pacifique, je veux dire, il y a des anomalies ou des ambiguïtés. Moi, je dis ça parce que mon raisonnement, il est toujours. Notre raisonnement, nous, il est intellectuel. Hein. C'est pour, justement, donner une réflexion poussée à nos frangins, et à des grands frères et puis à des grands-pères qui n'ont pas forcément l'information de là où ils sont. Alors, au niveau de la géopolitique du Pacifique, je veux dire, les entités comme le groupe de fer de lance de la Mélanésie, alors là, c'est un positionnement de ma part, hein, le président du collectif. Moi, je positionne les indépendantistes kanaks. Comment se fait-il que le FLNKS il siège au groupe de fer de lance de la Mélanésie, alors que c'est un parti politique qui est cadré par une loi qu'on appelle la loi du 1er juillet 1901, relatif à l'article 2 et 3. L'article 2 qui dit que nul ne doit nuire aux intérêts de l'État français et nul ne doit nuire à l'indivisibilité du territoire national français. Je veux dire, c'est une hypocrisie envers le peuple kanak, je veux dire, dans le pays kanak, c'est une hypocrisie envers la jeunesse, envers les clans, envers les responsables coutumiers authentiques, qui eux, il y a une certaine partie, sont marginalisés de là où ils sont. Je veux dire, la parole n'est pas forcément donnée à leurs représentants. Et moi, je considère que cet organisme-là, n'est pas représentatif, des vraies relations entre État à État, entre peuple à peuple. Et là, ce sont des relations intergouvernementales qui sont basées que sur les discussions dans des forums basés sur les projections au niveau économique, géopolitique, géofinancier, comme vous voulez. Et comment se fait-il aussi, je me pose une question, que le gouvernement collégial de la COMINC, dans la colonie Nouvelle-Calédonie,
est membre à part entière du Forum des îles du Pacifique, alors que seuls siègent des États indépendants. Nous, on n'est même pas sortis de ce processus, entre guillemets, de décolonisation politique, comme on l'avait dit au Sénat coutumier, que la France veut se désengager se discréditer du fait qu'elle a commis un génocide ici, de masse, et une épuration ethnique, qu'on voulait un holocauste. La France, c'est pour ça que, pourquoi les frères de West Papua se sont levés chez eux, parce que l'application des indépendantistes kanak ici, il faut savoir qu'en 2014, il y a bien eu un lobby qui s'est fait ici, entre les indépendantistes et le gouvernement d'Indonésie, à Jakarta. L'île de Wedabé, tout le monde sait, cette île-là, qui a racheté cette île, cette île-là. C'est pour dire que tout a un rapport. Et après l'achat de cette île-là, il s'avère qu'il y a ce qu'on appelle l'organisation des pays exportateurs de nickel qui a émergé. Alors cette organisation-là, elle regroupe le Madagascar, les Philippines, la Kanaki, et j'ai plus le nom du quatrième pays. Alors ces 4 pays-là, comment ça la bourse de Shanghai, c'est la bourse de Shanghai Qui fixe les prix. Qui fixe les prix à la tonne et tout. Et après ça, après la bourse de Shanghai est connectée à la bourse de Londres. Je veux dire que ces grandes comédies théâtrales liturgiques à la française ne doit pas empêcher le peuple kanak d'émerger à sa souveraineté coutumière nationale kanak. C'est pour ça que nous sommes là en tant que collectif qui a un outil de combat. Je précise bien aujourd'hui, les collectifs, ce ne sont que des outils de combat, des outils de lutte, où dedans, nous, on prend en avant la coutume qui est une diplomatie avant tout. Et nous, on est des diplomates coutumiers. Nous n'avons pas des factions armées, nous ne sommes pas des réseaux qui sont en train de se mettre en place. Et c'est pour ça que j'appelle encore une fois dans les quartiers populaires, dans toute la Kanaki, que la France a fait venir, j'en profite aujourd'hui et j'ai pas peur de le dire, qu'il y a 16 snipers qui sont venus ici, qui sont présents dans le pays. Il y a deux contingents, un de la Nouvelle-Zélande et un de l'Australie qui sont là. Et il y a aussi le SWAT qui est là, c'est les forces d'unité spéciales qui sont là pour former la future antenne du RAID en Kanaki. Et cette antenne-là, elle va pouvoir former les policiers de la police municipale, nationale et les gendarmes pour pouvoir intervenir dans les quartiers. Et c'est pour ça qu'ils ont ciblé 3 quartiers. Moravel, Tindu et Pierre-Lanquette. Et tout ça, c'est pour toujours mener la politique colonialiste de répression. Toujours, prendre le kanak pour un gibier, pour un cobaye, pour que des décisions de justice émanent de ce tribunal-là que nous on considère comme une boîte à cafards où il n'y a que des incompétents et que des incapables qui siègent là-haut. Je veux dire, la justice ici, la France ne peut pas y avoir, la France ne peut pas être juge et partie dans une même affaire. Il ne peut pas y avoir 2 poids, 2 mesures ici. Et c'est pour ça que nous, on est très très clair sur le fait que les discussions qu'il y a eu à la CEPES, cette structure-là, elle a bien été faite pour les communautés du Pacifique. Mais je me rends compte que lors d'une conférence que nous avons assistée l'année dernière sur la gestion de l'eau, il n'y avait que des colonialistes, que des blancs dits français, pour ne pas être qui siégeaient là-bas. Je veux dire, il y avait juste qu'un chef de clan de Wawilou et le maire de Tours pour parler de l'eau. Et quand on parle de l'eau, le droit à l'eau, le droit à la vie, en matière de ressources, le Kanak, il est au premier plan, en matière de ressources naturelles. La question que je peux retourner, c'est de dire, mais comment se fait-il que les 49 rois responsables des royaumes ne sont pas venus pour assumer leurs responsabilités? C'est qu'à un moment donné, c'est vrai que nous faisons cet état, on constate cela. Depuis 30 ans, on a donné l'identité, on a mis en valeur ça, mais les 49, ils veulent que les choses arrivent dans leurs mains, ils ne se lèvent pas pour assumer. Pourquoi ils ne vont pas assumer leurs responsabilités? C'est vrai que nous disons un certain nombre de choses, mais à un moment donné, ils mobilisent leurs moyens pour organiser leur territoire et assumer. C'est vrai que le FLNKS, à un moment donné, a remis la place des autorités coutumières, mais au bout de 30 ans, normalement, les 49
au bout de 30 ans, il y a quand même eu ce travail-là qui est fait au niveau de chaque, on va dire de chaque royaume pour qu'il puisse se prendre en main. Mais le constat, il est là, c'est que ces choses-là n'ont pas été faites. Et on va dire que c'est toujours la responsabilité de l'autre. Quelle est ma part de responsabilité de l'autre? J'essaie de répondre à ça. En fait, après, c'est à chacun de se repositionner déjà. Déjà, dans la tribu, dans la vallée, dans les quartiers. Donc, il faut faire un travail en soi. Comme dit bien le président tout à l'heure, c'est de revoir déjà son histoire, sa façon d'être pour aller dans le temps. Donc, c'est ça en fait que nous, moi je parle de moi parce que pour bien avancer dans le temps, j'ai étudié mon histoire. Parce que en fait, pour avancer, il faut connaître d'abord son histoire. Puis après, c'est avec notre histoire à nous qu'on peut avancer et puis qu'on peut construire quelque chose. Parce que la Kanak qui. Enfin, moi, c'est C'est la démarche. c'est ma démarche que je fais. Moi, je pense que sans cette histoire-là, ben, je pourrais pas avancer. Je penserais que je suis né à la colonisation française, ben, je pense que je suis français. En fait, alors que quand je fais tous mes démarches, ben, je me suis rendu compte que non, il y a quelque chose il y a une partie de moi que j'ai pas, que je connais pas. Donc il est très important d'avancer avec. Bien, Président, tu voudrais compléter par rapport à la responsabilité individuelle, par rapport tu disais tout à l'heure qu'il y a ces espaces de discussion-là. Au bout de 30 ans, les 49 royaumes, qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu se prendre en charge? Il manque encore des moyens, comme dit le Sénat coutumier, pour dire qu'on n'a pas doté ces structures-là de moyens pour pouvoir bouger. On parlait de la conférence sur l'eau. Pourquoi ils n'ont pas pu venir partager aussi, discuter et réfléchir ensemble sur... ou est-ce qu'ils ont délégué, ils sont rentrés dans le formatage républicain en disant qu'il y a des représentants qui doivent réfléchir à leur place. Enfin, je dis, je réfléchis tout haut. Vas-y, il y a l'eau, mais on dit que l'eau, en fait, c'est pas l'homme qui a construit, qui a produit, en fait, c'est tout à fait naturel. L'eau, de toute manière, quand elle est tout à fait naturelle, et puis quand elle tombe du ciel, normalement, on n'a pas payé l'eau. On n'a pas payé l'eau, normalement, c'est gratuit. Après, si on l'a mis dans les bouteilles ou dans une machine, du coup... Ou l'installation des tuyauteries. Voilà, ça paye, mais normalement, en fait, on ne doit pas... Ça, c'est tout le débat que tous les communistes ils sont en train de mener.